d'un collectif d'éditeurs qui animent les éditions. Il y a presque tous présents ici au salon pour nous représenter. Et nous publions depuis 2020, donc depuis 2001, une collection de poésie bilingue. C'est un projet éditorial que nous avons porté avec le Centre de traduction littéraire de Lausanne et avec la revue Vice Versa Littérature. Ce partenariat n'existe plus de la même manière, mais en tout cas, il a démarré ainsi parce que nous voulions mettre en avant justement le travail de la traduction dans un rapport avec un texte traduit, avec vraiment cette dimension importante de faire entendre la langue d'origine, pas originale, mais d'origine, et la langue dans laquelle l'œuvre est traduite. C'est un pari que nous tenons toujours, ça fait plus d'une vingtaine de titres qui font cette collection, avec de très nombreuses langues. On en parlera plus tard peut-être, en tout cas, de très nombreuses langues représentées dans cette collection. La Suisse a une politique. Progressia, notre organisme de soutien à la traduction, a une politique très forte de traduction, déjà entre les régions de la Suisse et également par rapport à des langues autres. En l'occurrence, l'albanais est une langue importante en Suisse depuis ce qui s'est passé lors de la guerre en ex-Yougoslavie. Et il y a eu une très forte communauté kosovare parlant l'albanais qui est arrivée en Suisse. Un certain nombre sont restés. Festa est un exemple par excellence de cette migration. Bon, je ne connais pas forcément les circonstances, mais en tout cas, tu es arrivé, Festa, tu es arrivé quand tu étais bébé, petite, et tu es en Suisse maintenant depuis lors. Donc, il nous a semblé important aussi d'accueillir une œuvre comme celle d'Andrissime, qui est venue grâce à Festa, une proposition de traduction. Ça nous a fait un grand plaisir de pouvoir le faire. Toujours Progressia soutient ce genre d'ouvrage. Ce n'est pas une langue nationale, parce que c'est parfois un prérequis, mais le prérequis, c'est que la traductrice soit en Suisse. Soit suisse ou en Suisse, c'est plus importance la nationalité, mais qu'elle travaille en Suisse et qu'elle y réside. Et ça permet ainsi de publier des auteurs importants du monde entier, en quelque sorte, parce que les traducteurs et les traductrices sont présents. Donc voilà pour cette collection qui est un peu un de nos joyaux, qui peut avoir des fortunes diverses. Hein. On a eu des livres qui sont très bien écoulés et vendus, mais on ne va pas entrer dans ces détails-là maintenant. Je vais vous présenter rapidement l'auteur, Vessi Mademash, jeune écrivain de poésie et de prose. Il a déjà publié 4 ouvrages en albanais, 3 recueils de poésie et un roman. Ce recueil-ci s'intitule Chant de la rue des Forgerons. Je te laisserai le dire en albanais. En albanais, c'est comme la rue Farpetar. Voilà, merci beaucoup. Et c'est la première traduction française de l'œuvre de Vessi. Le roman, pas Peronji et pas Oui, vient d'être traduit en allemand. Pour continuer, il a fait des études. Il est arrivé du Kosovo en Suisse en 2013. Il a fait des études de l'Université de Genève, puis à celle de la Sorbonne de Paris. Il retourne toujours dans sa terre natale du Kosovo. Il fait actuellement un doctorat à Cergy-Pontoise dans un département de création littéraire. Il sera aussi à Tirana, son éditeur est Botti Mepegui, et il est considéré dans le cadre de cette littérature qui passe du Kosovo en Albanie et vice-versa. Je ne sais pas si c'est la même langue,
Fondamentalement, c'est la même langue, peut-être avec des inflexions, j'imagine, selon les lieux. Et il va à Tirana rencontrer son éditeur. Il représente en quelque sorte la nouvelle génération d'auteurs du Kosovo. Il a participé à de nombreux festivals, etc. Il a publié dans des revues. Et tout récemment, il s'est mis à écrire en français. Il a écrit un poème qui a été couronné par le prix de la francophonie. C'est à lui-même, une contribution qu'il a envoyée. La traductrice, Eva Molika, comme j'ai dit, elle est arrivée. Ah, pardon. Voilà. Ah, j'ai dû penser à Eva Marcy, les deux poétesses qui sont présentes ici, au Salon des Livres. Donc, Festa Molika est bilingue albanais-français, et elle s'est intéressée justement au passage des langues par le biais de la traduction, l'une de ses passions. Elle fait des études de lettres, en se spécialisant en italien, en philosophie, en linguistique. Elle a poursuivi cela avec un master en traduction littéraire et un master en professionnel en didactique des langues étrangères. Ce qui fait qu'elle est à la fois, par ses séjours qu'elle a passés en Italie, elle est à la fois traductrice de l'albanais et traductrice de l'italien. Il se trouve qu'en Suisse, pour avoir un titre, pas un diplôme, hein, mais un titre de la part de Paul Vessia, titre de traductrice adoubée, il faut avoir publié un livre dans une langue, et ils ont donc introduit un mécanisme de mentorat. Vous êtes accompagné par une traductrice ou un traducteur professionnel sur un projet. C'est ce qui a eu lieu pour ce recueil de l'albanais. Et maintenant, elle va entamer une nouvelle traduction qui va apparaître aussi aux éditions normales, mais traduite de l'italien, dans le cadre aussi d'un mentorat. Œuvre de Doris Femilis, auteure tessinoise, Fuori per sempre. Elle habite en Congo, tout près de chez nous. Et donc ça, c'est son deuxième projet de traduction. Evelyne Noack a accompagné Festa dans son travail. Nous allons entamer tout de suite maintenant une entrée en matière dans la traduction, dans la lecture de l'original. Et puis ensuite, on va discuter sur des thèmes qui sont proches des intervenants. Alors, on va commencer avec la version albanaise. Et vous prenez vos micros, s'il vous plaît, pour qu'on enregistre. C'est tout ça. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus. Pour faciliter la tâche, moi je vais lire la version albanaise, la version originale, et Festa va lire sa traduction en français. Ce poème s'intitule Testament presque nouveau. Kaher do të shamisur nga kjo botë, po të kisha një fotografi ma të hishme të vetës. Në muret e ftohta për skajrovës e parkëtare rinë gjitur fotografitë e atyre që vdicën këtë vjeshtë. Nga një shënim të vogël, fjalë pak, post-scriptum. Vdes që pas një sëmundje të rënë, pas një aksidenti të rënë, kancer, tuberkuloz, sulm në zemër, me zor dallohen fjalët e imta dhe gjithçka tjetër është e rëndë, aq sa letrat kanë zënë të grisë në qosh. E prapa ata janë të buzëqeshur, të lumtur, si të kishin takuar dashurinë e parë. E si mund të buzëqesh dikush kështu, vetëse nga dashuria vdekje. Strenjët përcjellen corrilat e shiut mbi fotografitë të vdekurve, si lot gëzimin, e mbi kulme o gjashët nxjerrin kokën si hajdut të vegjël që kanë vendosur të pendohen para se të hyjnë në dimër. Ta kishin ditur njerëzit e ikur se gjithçka do të ishte kaq e lehtë, do të vdesnin qysh ka herë. Ajo nuk do të presnin kaq shumë.
Fundja, për ta nuk do të thoshte askush vdiq nga pritja e gjatë. Vdiq se ishte njeri I poshtër, hajdut, pajdezhi, maskara. Vdiq se jetoi pak qaste me femrën e gabuar. E varën se ishte kryeministër I një populli që vdiste uri çdo ditë. Vdiq nga xhelozia për një burra grua. Haronte të vishte të mbrëmshme kur takonte njerëz të huaj, prandaj vdiq. Jo e dashura ime. Asnjë nga këto nuk shkruhet në gazetë. Veti më në tesë është pa frikë. Gazetat nuk më çudisin më. Ato janë veç perde të errta të barëve që po mbyllen njëri pas tjetrit. E ti mos më thuaj se gota është e zbratë, dhe cigaria më ka vdekur në buzë ka herë. E di. Unë jam veç një plumb qarë që endit në përbot, e nuk mund ta shpoj as kokën e vet. Ka herë do t'isha nisur nga kjo botë, ndërsa po të kisha një fotografi më të hishme të vetës. La version en français. Image. C'est bon? C'est bon là? Ça va? Testament presque nouveau. J'aurais quitté ce monde depuis bien longtemps si j'avais eu une plus belle photo de moi. Sur les murs froids longeant la rue des Forgerons sont accrochées les photos des défunts de cet auteur, avec une brève légende. Taciturne, post-scriptum. Mort d'une maladie grave, d'un grave accident, cancer, tuberculose, arrêt cardiaque. Les mots peinent à se distinguer, et tout le reste est lourd, au point que les lettres s'en déchirent dans le coin. Mais il sourit encore, heureux, comme à la rencontre du premier amour. Comment peut-on sourire ainsi, si ce n'est par l'amour ou par la mort? Les rigoles accompagnent les retombées de pluie, jusqu'aux photos des défunts, comme des larmes de joie. Sur les toits, les cheminées sortent leur tête, comme de petits voleurs voulant se repentir avant d'entrer en hiver. Si les disparus avaient su que tout serait si simple, ils seraient morts il y a bien longtemps. Ah non, ils n'auraient pas attendu autant. Après tout, personne n'aurait pu dire d'eux morts d'avoir attendu trop longtemps, d'avoir été un salaud, voleur, escroc, truand, mort d'avoir passé un moment avec la femme qu'il ne fallait pas. On l'a pendu car il était Premier ministre d'un peuple qui mourait de faim. Mort par jalousie pour une femme ou un homme. Elle oubliait de porter des sous-vêtements quand elle rencontrait des inconnus. Ainsi elle est morte. Non, mon amour. Aucune de ces raisons n'apparaît dangereuse. Tu peux mourir tranquille. Les journaux ne m'étonnent plus. Ils ne sont que de sombres rideaux de bar qui ferment les uns après les autres. Et toi, ne me dis plus jamais que le verre est vide et que la cigarette est morte sur une lèvre il y a bien longtemps. Je sais, je ne suis qu'une balle perdue qui vagabonde à travers le monde, incapable de percer sa propre tête. J'aurais quitté ce monde il y a bien longtemps, crois-moi, si j'avais eu une plus belle photo de moi. Vita vetë. Nuk më pëlqejnë netët e tehura që bëjnë si kur shkojnë në mëngjes. Nuk më pëlqejnë fjalët e tua që bëjnë si kur do të më duan gjithë jetën. Këto I kam dëgjuar edhe të tjerë para meje. Nuk më pëlqen era e nikotinës sine me zgjimbe tu. Nuk më pëlqejnë dyshemet e zhëllta të barëve ku shkunden femra të bukura me burra të shëmtuar. Nuk më pëlqen kujtesa ime që bën si kër të harron e porositë edhe një tjetër gotë. Nuk më pëlqejnë gotat e mbushura që nuk shteren kur e mi shteren gjepat. Nuk më pëlqen muzika që s'më kujton asgjë pos traktorët e prishur në rrugë. Nuk më pëlqejnë gënjeshtrat që kam shpikur sa herë më ke thënë të dua. Nuk më pëlqejnë dashuritë e mëdha që mbarojnë në overdozë.
Nuk më pëlqejnë burrat e vetmuar që bëjnë sikur u mjafton vetmia e tyre e me zor presin temën e parë. Nuk më pëlqen asnjë fjalë që të kam shkruar për të mos më harruar një ditë do të lënë sytë. Nuk më pëlqejnë poezitë e pshurta që lexohen në parolë letrare e marrin do atrokitje të tjera. Nuk më pëlqen jeta në bodrumet e kryeqytetit ku ende nuk e kam paguar Shiranë. Nuk më pëlqen as borxhet që kam premtuar t'i kthej në fillim të muajit tjetër. Nuk më pëlqen supa e kërpudhave që e ha 3 herë në ditë. Nuk më pëlqen buka bajate që e blej lirë çdo mëngjes taze të ri. Nuk më pëlqen ahmakët që të vrasin ty në emër të Zotit tim. Nuk më pëlqen luftrat që nisin në sheshin Lafayette. Nuk më pëlqen qeveritë që na shkërdhejnë njëra pas tjetrës. Nuk më pëlqen policët që dënojnë fukarejnë të u marrin në gojë të pasurve. Nuk më pëlqen kufijt ku duhet ta tregoj fotografinë time të shëmtuar. Nuk më pëlqen monedhat që s'më dalin për të paguar biletën për Tiranë. Nuk më pëlqen turmat e këmishë bardhëve që fshehin fytyrën tënde të zeshkët. Nuk më pëlqen ndarjet që i mendoj sa herë i themi njëri tjetrit natën e mirë. Nuk më pëlqen fundet, se në fund bëhen llogaritë e jetës, e unë, miku im, jam i zhytur deri në fyt. Bichabella. Je n'aime pas les nuisibles qui feignent de s'en aller au petit matin. Je n'aime pas tes mots qui font mine de m'aimer pour la vie. D'autres avant moi les ont entendus. Je n'aime pas l'odeur de ma nicotine entre tes seins. Je n'aime pas les sols sales des bars où de belles femmes se trémoussent aux côtés d'hommes hideux. Je n'aime pas ma mémoire qui fait semblant de t'oublier en commandant un autre verre. Je n'aime pas les verres pleins qui ne se vident jamais et vident mes poches. Je n'aime pas la musique qui ne me rappelle rien, à part les vieux tracteurs sur la route. Je n'aime pas les mensonges que j'ai inventés à chaque fois que tu m'as dit je t'aime. Je n'aime pas les grands amours qui finissent en overdose. Je n'aime pas les hommes seuls qui font comme si la solitude leur suffisait, mais attendent impatients la première venue. Je n'aime aucun des mots que je t'ai écrits pour ne pas que tu m'oublies. Un jour, tes yeux t'abandonneront. Je n'aime pas les poèmes minables lus lors de soirées littéraires qui récoltent des applaudissements de merde. Je n'aime pas la vie dans les sous-sols de la capitale où je n'ai toujours pas payé mon loyer. Je n'aime pas les dettes que j'ai promis de rembourser au début du mois. Je n'aime pas la soupe aux champignons que je mange 3 fois par jour. Je n'aime pas le pain farci que j'achète bon marché chaque nouveau matin. Je n'aime pas les idiots qui tuent au nom de mon Dieu. Je n'aime pas les guerres qui commencent place Lafayette. Je n'aime pas les gouvernements qui l'un après l'autre nous enculent. Je n'aime pas la police qui punit les pauvres et suce les riches. Je n'aime pas les frontières où je dois montrer ma vilaine photo. Je n'aime pas les pièces de monnaie qui ne suffisent pas pour me payer un billet jusqu'à Tirana. Je n'aime pas la foule de costard-cravate qui cache ton visage au tempête. Je n'aime pas les séparations que j'imagine quand on se dit bonne nuit. Je n'aime pas les fins, car dans la vie, c'est à la fin qu'on fait les comptes. Or moi, mon ami, je suis endettée jusqu'au bout. Merci beaucoup. Je voudrais préciser une chose concernant le travail que fait Festa Mollica dans d'autres perspectives à nos éditions. On va dire que c'est légal, d'accord? C'est que une traductrice ou un traducteur fait œuvre de création. Ce n'est pas, non pas dans une dynamique de fidélité à un texte original qui imposerait sa loi sur un texte traduit possible. Le travail est beaucoup plus complexe que cela. On est dans un entre-deux, on en parlera, parce que c'est quelque chose qui te passionne, peut-être fait ça aussi. Mais c'est un travail où
la traductrice a presque le même statut que l'auteur, même si elle ne va pas le remplacer, forcément. Elle en dépend, elle est tributaire. Il y a cette filiation très importante, mais ce n'est pas une filiation de fidélité. Du reste, la couverture de nos livres l'indique très clairement par la dimension que prend le traducteur ou la traductrice par rapport à l'auteur. C'est Claro, qui est un des grands traducteurs de la littérature américaine, que je connais bien et qui m'a convaincu grâce à son travail dans un livre que je vous conseille, qui est Le clavier cannibale, justement de mettre la traductrice ou le traducteur à une place qui lui revient. Souvent les éditeurs les relèguent à l'intérieur du livre, sur la 4e de cours, ou alors en tout petit sur la 1re de cours. Ça, c'est un choix que nous avons fait, qui est une conviction sur notre conception de ce que c'est la traduction. C'est un travail qui implique collaboration avec plusieurs intervenants. Souvent, il y a une relecture qui se fait avec un autre traducteur ou traductrice, avec plus ou moins de bonheur. Ça, c'est les circonstances qui ont ici. Et puis, parfois, l'auteur aussi qui peut intervenir, mais en laissant la souveraineté du travail à la traductrice. Ce qui est magnifique dans votre travail, c'est que vous avez pu travailler ensemble. Drissine, depuis 2013, tu as appris le français, tu ne connaissais pas avant, et on va parler justement de ce travail sur le monde. Donc, je voulais signaler cela parce que pour nous c'est absolument essentiel. Alors, en quoi consiste ce travail? On va en parler. Nous avons notre petite idée, en quelque sorte, une conviction que le travail de traduction n'est pas forcément un travail sur le lexique, parce que là aussi, on n'arrive jamais à ce sens de fidélité ou des équivalences. Mais la traductrice ou le traducteur va essayer de faire le travail que l'auteur fait sur sa propre langue, dans sa langue à elle, pour être. Ça veut dire que moi, je suis profondément convaincu que toute œuvre littéraire bouleverse la langue, la transforme, la modifie, la crée, et c'est ce travail de traduction de l'auteur dans sa propre langue que la traduction va opérer dans la langue française. C'est ce même bouleversement quelque sorte, en suivant une chose qui est très importante, c'est la stylistique, c'est le style, c'est la manière de travailler la langue. On n'aura pas les mêmes effets, mais ce seront des analogies en quelque sorte. Voilà notre position aux éditions d'Urbain. On ne le demande pas aux traducteurs et traductrices, on le propose cela. Moi j'ai eu des traducteurs et traductrices qui ont refusé cette position de créateur ou créatrice à part entière. Parce que je suis que servante d'une œuvre. Je suis seconde ou second, et non, vous ne l'êtes pas, vous êtes premier l'un par rapport à l'autre. Alors je ne sais pas si cette conviction-là, tu la partages, c'est ça? Oui, en effet, la traduction, la traduction littéraire, toute traduction n'est pas un transcodage linguistique comme on a eu tendance à dire par le passé, qu'on ne dit plus aujourd'hui heureusement. C'est pas juste un passage, mais donc il y a tout l'univers culturel, il y a aussi l'expérience. Moi, ce texte, j'ai commencé à travailler en 2016 pour la première fois. J'y ai retravaillé en 2019 de manière assez... Parce que la littérature albanaise, tu t'es plongée tôt? Alors, oui, tôt, parce que je suis d'origine albanaise. Voilà. Là aussi, comme je je disais tout à l'heure, c'est tout un questionnement. Il y a des années en arrière, j'avais du mal à dire je suis d'origine albanaise. Il fallait toujours que je dise je suis albanaise. Je suis albanaise, c'est comme ça. Et je disais je vis en Suisse. C'était un lieu d'habitation, alors que toute ma vie, je l'ai passée en Suisse. Mais il y a cet attachement très 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 fort dû au déracinement, et voilà. Et jusqu'à ce que j'accepte cette culturalité double, l'identité double sur laquelle j'ai dû travailler, et où la traduction a été fondamentale justement pour moi, parce qu'elle m'a permis d'accepter et puis de me dire je peux être les deux. Et suisse et albanaise et suisse. Alors, voilà.
Et puis, donc j'ai travaillé sur la langue, mais ça grâce à mes parents finalement, parce que sinon, effectivement, c'est pas une langue dans laquelle j'ai fait des études académiques. Vous parliez l'albanais en famille? Oui, oui. Parler, lire, écrire, voilà, c'était très important à la maison. Aujourd'hui, je vous remercie beaucoup d'avoir fait ce travail avec nous. Mais en fait, mes contemporains, voilà, je voyais chez certains étudiants albanais, il y avait ce problème d'accès à la littérature. Et pourtant, ils se sentaient très fiers de la culture albanaise, mais difficilement représentés parce qu'il n'y avait pas accès. Donc c'est là que je me suis dit que qu'est-ce qui la première empêchait fois, cet accès? Ils ne lisaient pas bien parce qu'ils n'étaient jamais allés à l'école en Albanais. Voilà, juste Ils n'avaient pas le vocabulaire pour comprendre une œuvre littéraire, simplement, et encore moins l'apprécier. Et pourtant, l'envie était là. Et donc c'est là que je me suis dit, pourquoi pas faire ce travail de médiation. Ok, je me lance là-dedans. Et pourtant, j'étais vraiment focalisée sur l'italien, mais j'ai dit le premier livre qui sera publié doit être une traduction de l'albanais. Et quand j'ai lu le recueil de l'albanais, j'ai dit non, ça doit pas être un livre en albanais, ça doit être ce livre-là. Ce sera lui ou aucun autre. Et effectivement, ça s'est fait des années plus tard. Mais je disais, j'y ai travaillé à plusieurs reprises et à chaque fois, j'ai traduit différemment. Donc, non seulement plusieurs traducteurs qui travaillent sur un même texte, ça donne des résultats différents, mais même un même traducteur qui revient sur sa traduction, ça donne chaque fois un résultat différent. Pourquoi? Parce qu'il y a le vécu, il y a les expériences, il y a le temps qui passe là-dessus finalement, qui fait que donc ce côté subjectif qu'on a tendance à reléguer un peu, on peut faire du traducteur une entité objective qui arrive à faire passer comme dans une machine un texte pour qu'il ressorte un produit. Non, c'est pas possible. Il y a une subjectivité, il y a des représentations, surtout en littérature d'ailleurs, des réalités impalpables sur lesquelles on donne des mesures en fait. Et du coup, oui, le texte en français, que vous lirez en français, il y a des empreintes de moi, même si je veux quand même rester fidèle à une coutume. Je veux vous transmettre son œuvre, mais elle passe également à travers moi. Donc, en effet, ce travail de créativité du traducteur, il est important et je suis très contente qu'il soit reconnu par des éditeurs comme les éditions Romain. C'est pas du tout clair. On disait la police, c'est la même taille. Outre le fait qu'il apparaît sur la littérature, il est égal. Merci. Tu as utilisé un terme exil? Non. Tu as parlé de l'albanais. Déracinement. Voilà. Tu arrives en Suisse à 4 mois et c'est un déracinement. Alors, ce déracinement-là, on va en parler avec toi aussi, parce que ça va permettre la transition. Peux-tu un peu expliciter de quoi il s'agit? Oui. Parce que le déracinement est quasiment inconscient, quelque sorte. Justement, on pourrait imaginer qu'il n'y a pas de déracinement. Je commence l'école en Suisse. Bon, il y a les parents qui sont déracinés. Mais voilà, les parents et les parents, finalement, moi, il se trouve que je commence l'école à l'âge de 5 ans en sachant dire bonjour en français. Ah non. Rien d'autre. Parce que voilà, la maison, on albanais. Mais les langues, ça s'apprend très vite. Oui, et bien heureusement. Mais voilà, le lien est tellement fort que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il était même impensable jusqu'à très tard pour moi de ne pas dire que je n'étais. Enfin, il fallait toujours que je dise que j'étais albanaise d'abord et après suisse. Et ce lien peut être aussi dû à la situation, voilà, la guerre qui est encore fraîche. Ça ne serait peut-être pas arrivé si j'étais, je ne sais pas, si je m'étais montrée, mais. Dans tous les cas, oui, je l'ai ressenti très fortement, même si moi, j'aurais pu être totalement pas détachée, parce que c'est pas possible, mais en tout cas déjà pleinement intégrée. Ça a pris du temps. Tout ça. Et donc, toi, tu dirais la même chose, déracinement, dressé, ou tu dirais autre chose? C'est des termes qui nous passionnent, mais je pense qu'ils ne sont pas définis ou leur définition change selon les concepts, selon la manière dont on perçoit le déracinement, l'enracinement, naturalisation, exil, détachement. Donc
quand j'entends Pesta parler, j'essaie de décortiquer dans ma tête la définition, le sens de ces mots. Mais avant de revenir là, je voulais remercier l'énorme travail, les éditions Mamba d'avoir accepté de publier cet ouvrage. Mais j'aimerais remercier une personne dont le nom n'apparaît pas sur les livres, mais qui a fait une lecture très importante, qui m'a beaucoup aidé, moi, d'aller plus profondément dans ma réflexion sur la traduction de Pesta, et qui est R.L. Blouette, ici présente. Je tiens à remercier infiniment pour une lecture très précieuse de ce travail. Quand vous parliez de la traduction et de la manière dont les éditions Mamba conçoivent la traduction, ça me fait penser à Derrida, qui considère la traduction comme un acte de langage et même inhérent à l'acte même du langage, parce qu'il considère que l'acte du langage, l'acte de l'écriture, de la création littéraire est une traduction en soi, parce qu'on traduit, on essaie de traduire sa pensée depuis un pré-langage, idiome absolu, à travers une langue. Comme quoi la langue maternelle pourrait être considérée comme la première langue étrangère, parce que c'est la langue qu'on utilise pour transmettre notre pensée. Et dans ce sens-là, l'auteur même est un traducteur, et le traducteur fait acte de création en traduisant le texte. Mais peut-être que le fait qu'on considère la traduction comme traditionnellement, on considère la traduction comme un acte qui n'est jamais égal à l'acte de la création, c'est parce qu'on pense au texte sacré comme considéré longtemps comme traductible mais pas traduisible. Donc des textes qu'il faudrait traduire mais qu'on ne pourrait jamais traduire, parce que c'est des textes sacrés et on les déforme en les traduisant. Alors que depuis, cette pensée a changé, et moi j'adhère presque entièrement à cette idée que le traducteur fait acte de création et porte ses marques, tout en essayant de garder le style et la manière, le point de vue de l'auteur, en utilisant ses propres expériences, sa propre langue et sa propre manière de reformuler les pensées du texte en langue d'origine. J'ai eu de la chance parce que Pesta, il a fait un travail de base très important, mais il a dépassé son ego et il a voulu qu'on se mette d'accord sur tout. Bien sûr que ce n'était pas possible, on a dû faire des compromis sur la route, et tant mieux, parce que même comme elle a dit Pesta, même dans quelques années, elle aurait traduit différemment ses poèmes, et moi, je les aurais écrits. Donc, l'œuvre littéraire est infinie en quelque sorte. Exactement. Et maintenant, maintenant que je travaille moi-même sur la traduction de mon roman vers le français, je me rends compte que l'autotraduction, au-delà d'être un travail de traduction, c'est un travail de réécriture. Et en passant d'une langue à l'autre, on considère que le texte en langue d'origine, il n'est jamais achevé, et on le peaufine et on le transforme en passant d'une langue à l'autre. Et c'est une pratique qui a été utilisée par plusieurs auteurs, notamment Beckett, qui tenait absolument de traduire ce texte lui-même pour justement continuer ce travail de création en passant d'une langue à l'autre. Je connais des auteurs qui, quand ils rééditent leur ouvrage en création littéraire, son nom m'échappe, c'est un auteur suisse-allemand qu'on a traduit tout récemment. Un récit qui fait une seule ligne sur une 80 pages environ autour de Bloom, le personnage de Joyce.
le livre en question, c'est ça qui était assez étonnant pour le traducteur, ce livre-là a eu 4 éditions en allemand et chaque édition était différente. Et le traducteur a même eu une version en allemand qui n'existait pas en publication. Donc là, on va très loin hein, dans une sorte d'infinitude de l'œuvre. Les éditeurs n'aiment pas ça, je crois, aussi. Mais c'est vraiment une rigueur de la part de cet auteur de dire ben voilà, mon œuvre elle évolue en permanence. Et donc le traducteur va courir après, en quelque sorte, et il peut lui aussi se permettre une grande liberté. Alors sur l'autotraduction, on a des expériences aussi aux éditions. Il y a Pierre Lépory, qui est un auteur que nous publions depuis quasiment 2003, un recueil de poésie qu'il avait fait, qui a été traduit par quelqu'un d'autre, Mathilde Fischer. Mais ensuite, tous les autres textes qu'il a publiés, des romans et des récits, il les a traduits lui-même, effectivement. N'étant pas un locuteur du français, il s'entoure, lui, dans ce travail, de personnes qui sont ses lecteurs et lectrices attitrés. Et il y a tout un travail qui se met en route sur le texte français qu'il produit. Il a fait ça pour la traduction plus récente de Sandro Penna, un poète romain, italien, dont on vient de publier un recueil important. Là aussi, il s'entoure de personnes qui sont traducteurs ou traductrices, ou lecteurs et lectrices, parce qu'il y a le travail de la traduction, mais il y a le travail du texte français, comment est-ce qu'il tient, en quelque sorte. Et donc, là, il y a encore un travail immense d'être reconnu dans ce travail. À un moment donné, Pro Helvetia, notre organisme, a dit on soutient l'autotraduction, puis maintenant ils ont décidé que non. C'est dommage, parce qu'on est justement dans le travail de la création. Alors, Pierre disait c'est un piège en quelque sorte. Moi, je me sens totalement libre pour écrire mon ouvrage, pour le modifier, le transformer. Mais oui, c'est une liberté avec qui il se donne, ça fait que c'est une œuvre nouvelle, en quelque sorte, entièrement nouvelle, mais tributaire, quand même, dans le travail qui fait le programme. Donc, oui, ça, c'est une aventure. Alors, justement, lors d'une conversation que nous avons eue, Nessim, tu me disais qu'il y a un avant et un après. Par rapport à ton écriture, de ton œuvre en albanais, et de ton arrivée en Suisse et puis ensuite en France. Et de ton appropriation, de ta désappropriation de ta langue par le français. Alors, en quoi est-ce que cette mutation, cette transformation est essentielle dans ton travail? Comment est-ce que tu le... pas la vis, parce que tu la vis forcément, mais quelle incidence est-ce que ça a sur ta création littéraire? Déjà, le choix de traduire ton roman toi-même en français, c'est celui qui a été traduit en allemand. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à ce positionnement? Et comment tu qualifierais cette mutation, cette transformation Oui, on en parlait justement de comme quoi ce recueil de poèmes, publié en 2015 en langue albanaise, représentait pour moi un adieu à mon monolinguisme. Et en fait, je me suis rendu compte de ce phénomène que récemment. Et pas en 2018 quand je suis arrivé en France, en 2019 après, mais ces derniers mois, en réfléchissant justement sur l'écriture, les auteurs qui ont adopté une autre langue étrangère, une langue apprise, comme langue de création littéraire. Et je me rends compte que ce recueil de poèmes représente ce grain de sable qui a fait que mon écriture change. Et je pense que je ne pourrai jamais écrire un recueil pareil, pas par rapport à sa qualité littéraire, mais par rapport à ce point de vue monolinguiste. Parce qu'en changeant de langue, ce n'est pas le style et celui qui change le moins, mais le point de vue change.
où il y a d'autres points de vue qui se mêlent, enchevêtrement de points de vue et d'expériences, mais il y a aussi le lecteur qui change, le lecteur imaginaire, le lecteur qu'on conçoit inconsciemment lorsqu'on écrit, puisque on n'écrit plus pour un lectorat de la langue primaire, de la langue maternelle, de la langue d'origine, mais inconsciemment, ce n'est pas un travail conscient. Inconsciemment, on écrit pour un lecteur autre. Et ceci a une influence énorme sur l'acte du langage, l'acte de création même. Et je me souviens d'un entretien de Orhan Pamuk, le littérature, qui disait mes Turcs se fâchent contre moi en lisant le livre après être devenu célèbre, auteur célèbre, parce qu'ils me disent tu expliques des choses qui pour nous sont évidentes. Ouais. Donc tu écris pour un autre lecteur. Ouais. Et même s'il continue à écrire en turc, mais le fait qu'il pense et qu'il perçoit le fait que ces livres vont être traduits dans d'autres langues, sa manière d'écrire change. Pas forcément son style, mais sa manière d'écrire. Et je me suis rendu compte que le fait que dans mon roman, qui vient de paraître en allemand, je traite déjà, c'est un roman que j'ai écrit après être rentré au Kosovo, après avoir quitté la Suisse, je traite déjà des thématiques liées à l'exil, à l'immigration, et un retour à l'enfance, mais avec une certaine distance, avec un regard un peu détaché. Et quand je réfléchis là-dessus, je pense que ce recueil, c'est le dernier du Mohicans en langue monolangue albanaise, comme langue unique d'écriture. Et dans mes travaux actuels, qui sont en français, je tourne toujours mon regard vers l'Albanie, vers le Kosovo, qui n'est pas mon pays d'origine, mais c'est mon pays. Comme Postati est considéré qu'elle était albanaise alors qu'elle était arrivée à 4 ans. Moi, j'ai passé ma vie là-bas. Ce n'est pas une question d'origine, une question de déracinant, d'enracinant, mais c'est une question qui passe par la langue, par une réflexion linguistique sur les expériences. Et du coup, je pense que je ne suis pas sûr, je réfléchis là-dessus, mais je suis sûr que ce recueil, c'est le point de bascule vers une autre écriture. C'est une très belle expérience la traduction, parce qu'elle nous mène justement au contraire du monolinguisme en quelque sorte. Même quand tu dis monolingue, non, il y a un travail d'altération et d'intégration. Quand nous sommes lancés dans la traduction aux éditions Norba, j'ai beaucoup accéléré le travail, j'ai monté notre catalogue. Quand je suis arrivé aux éditions, je me suis intéressé aux littératures venant d'auteurs et d'autrices qui ont vécu la migration dont on parle maintenant. Je pense à Irena Brejna, par exemple, qui est arrivée de Slovaquie et qui a écrit en allemand. Elle n'a pas écrit en sa langue tchèque, ou slovène plutôt, mais en allemand. Et j'ai appelé ça, et certains qui n'étaient pas très contents, ex-raison, j'ai appelé ça une littérature de la cinquième langue, en quelque sorte, une cinquième Suisse, parce qu'on a 4 zones linguistiques en Suisse. Je parlais de cette littérature où la langue allemande est transformée par l'auteur ou l'autrice. C'est là où je voulais t'entendre, comment tu réagis par rapport à ça. Il y a un apport de l'imaginaire, parce que dans l'ouvrage en question dont je parle, c'est la migration vers la Suisse, mais il y a un autre livre
son enfance en Slovénie, Irena Brejna. Et en plus, elle a été interprète, en arrivant en Suisse, interprète pour des réfugiés, des requérants d'asile venant des pays de l'Est. Donc, elle était en plein dans cette question. Et sa langue allemande n'est pas une langue allemande Hochdeutsch normée en quelque sorte, mais c'est une langue qui est transformée par une autre langue qui irrigue d'autres langues, en tout cas celle de sa langue première, et son imaginaire et sa culture. Donc on arrive, et ça on le voit partout, hein, le monde anglo-saxon, on en est plein avec l'Afrique du Sud, l'Inde, la Nouvelle-Zélande. Moi qui suis né en Afrique du Sud, il y a 10 000 mots anglais qui sont sud-africains. Il n'y a rien d'autre. Ça n'a rien à voir avec l'anglais, entre guillemets, normé et officiel. Donc, il y a cette transformation de ces apports sous-jacents que la traduction révèle, entre autres, parce qu'il faut se brancher, en quelque sorte, sur ces substrats. Mais je me demandais comment tu réagirais par rapport au fait que si tu écris en français maintenant, ou tu songes à écrire ou à traduire en français, quel français émerge en quelque sorte, quelle torsion ce travail-là implique par rapport à la langue française, qui elle est hyper normée, il faut dire. Je sais que quand je confronte une traduction que nous faisons en Suisse par rapport à une traduction qui serait faite en France avec les traducteurs et les traductrices français, qui m'ont dit ben, vous avez une liberté dans votre travail de traduction que nous n'avons pas. Parce qu'il y a des normes, il y a des règles à ne pas dépasser, oui, à ne pas étreindre. Donc, c'est ça qui m'intéresse de savoir, le français, est-ce que tu te permets en quelque sorte de lui imprimer, soit consciemment, soit inconsciemment, un apport qui est à la fois celui de la création, mais également un apport qui vient d'une culture, d'une langue autre. Et tu peux aussi répondre ensuite par rapport à ça au niveau de ta traduction, peut-être. C'est très intéressant ta question, Jean-Richard, parce que je réfléchissais justement tout à l'heure sur dans quelle langue on écrit, et je pense que même en écrivant dans sa langue d'origine, dans sa langue maternelle, on considère en être le maître, mais on ne l'est pas. Mais on se donne cette légitimité pour des raisons complètement de licence, d'origine et de culture. Mais je pense que même en langue d'origine, on écrit dans une langue personnelle. Et en écrivant en une langue étrangère, en tant qu'étranger, on fait davantage attention sur les normes, parce qu'on est entré dans cette langue en apprenant les normes. Mais je pense qu'inconsciemment, on réussit ou pas, après ça c'est une autre question. Mais si on réussit, on écrit dans une langue personnelle, qui est une sous-langue, un sous-langage de la langue normée, parce que en lisant des auteurs français, ils n'écrivent pas dans la même langue littéraire. Donc la langue de l'un ne ressemble pas à la langue de l'autre, et pas seulement au niveau du vocabulaire, mais au niveau de la syntaxe, de la manière de dire les choses. Et c'est ce qu'on reprochait à Kundera quand il s'est mis à écrire en français. On lui disait non, mais votre langue est pauvre, votre français n'a rien à voir avec la belle langue tchèque que vous écrivez avant, alors qu'il ne l'avait jamais lu en tchèque, il l'avait lu seulement en traduction. Et je pense, pour répondre à ta question, même si je trouve qu'il n'y a pas vraiment une réponse qui puisse être figée, c'est qu'on écrit dans une langue personnelle, et mon but, ce n'est pas du tout un but, je pense que je ne trouve même pas de traces de ma langue d'origine, l'albanais, dans mon écriture en français, mais il y a une réflexion sur la langue, une utilisation autre des expressions françaises, en les détournant d'une manière que peut-être un français natif n'aurait jamais eu l'idée de le faire, parce que la manière dont
les étrangers ou ceux qui apprennent une langue conçoivent ou perçoivent les expressions, leur compositionnalité de sens, etc., diffèrent de ceux qui sont natifs et qui ont appris ces expressions en ne passant pas par la compositionnalité de sens, mais en les prenant comme figés depuis le plus bas âge. Je me permets d'intervenir parce que ça me fait penser à des exemples concrets du recueil. Donc, ces expressions toutes faites auxquelles donc je me suis heurtée, moi, en discussion avec un Eugene, où je disais, mais je ne peux pas entendre ça en français. Je n'ai pas l'habitude, on ne peut pas écrire ça. Il me dit, oui, on peut écrire ça. D'accord. Alors, un des exemples, il y en a plusieurs. Un exemple, là, ces expressions toutes faites, c'était donc le bouche à oreille. Et là, c'était d'une bouche à une oreille. En tout cas, c'était dans la syntaxe. Et vraiment, ça chamboulait trop. Mais finalement, je l'ai accepté donc, parce que ça fait partie de son style. Ou alors les répétitions, comme bon, après le traducteur a aussi ce rôle où on est vraiment friand des synonymes, donc on veut éviter toute répétition en français, alors que là ça fait partie intégrante de son style, les répétitions, et d'ailleurs la poésie de manière générale, la répétition, voilà, ça donne une mélodie au texte qu'il a fallu respecter, mais en tant que voilà, dans mon écriture française, je dirais, j'avais du mal parfois, je les trouvais trop nombreuses, donc il fallait que j'essaye de les limiter, mais en fait non, ça faisait partie du souci. Donc voilà, le respect de on va rendre l'antenne. Voilà. Merci beaucoup Festa, merci beaucoup Alexis, cette heure passionnante.